Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Place des Enjeux, l'émission politique d'Armada. Une émission que vous regardez en direct et que vous pourrez bien évidemment voir en replay. Alors ce soir, dans Place des Enjeux, on va parler d'immigration. L'immigration est un sujet d'actualité, un sujet brûlant. En se posant cette question, finalement, l'immigration en 2025, est-ce une chance ou est-ce une menace pour notre société? Alors évidemment, on va parler chiffres, on va parler accueil, on va parler solidarité, on va parler intégration, on va parler emploi, on va parler du discours politique également à l'heure actuelle qui met en avant cette immigration, et puis on va parler sécurité. Et donc je vais vous présenter tout de suite mes invités. Tout d'abord, mon premier invité qui est à côté de moi. Étienne Fiol, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir pour cette nouvelle édition. Alors, Étienne Fiol, je vous représente à nos téléspectateurs qui vous connaissent déjà. Donc, vous êtes adjoint au maire d'Alfortville, vous êtes en charge de la solidarité. Vous êtes également conseiller territorial de Grand Paris Sud-Est Avenir. Et puis, vous êtes chef de cabinet à l'UNCCAS. L'UNCCAS fédère l'ensemble des centres d'action sociale de France. Et puis, vous êtes membre de Génération. Tout à fait. Voilà, alors bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors, on aura à vos côtés un deuxième invité qui, pour le moment, alors je vous le dis, il est un petit peu coincé dans les embouteillages. Donc, il nous rejoint très très vite. Donc, notre deuxième invité, c'est Pierre-Henri, qui est le président de France Fraternité et qui a été également le directeur général de France Terre d'Asile de 1997 à 2020. Donc là, il arrivera dans quelques minutes. Donc, on va commencer en attendant l'arrivée de Pierre-Henri. Donc, on va parler chiffres tout d'abord, cher Étienne. Donc, on sait qu'à l'échelon mondial, les migrations sont en forte croissance depuis les années 2000, puisqu'on compte aujourd'hui, d'après la division de la population des Nations Unies, on compte environ 304 millions de migrants internationaux dans le monde, contre 175 millions en 2000. Donc, effectivement, on voit que c'est un phénomène qui s'accroît très fortement. Les causes, elles sont multiples de ces migrations. Bien sûr, il y a des causes économiques, la misère, les conflits armés et puis les crises climatiques également. Quelles sont justement les crises actuelles qui sous-tendent ces migrations? Vous avez tout dit, c'est ça. Le réchauffement climatique, bien sûr. Oui. Les crises économiques, bien sûr, qui sont des crises parfois locales. Hein. Oui. Quand il y a une sécheresse quelque part, on migre parce que les cultures ne fournissent plus, etc. Les violences, évidemment. Les violences, parce qu'on parle, nous, on est focalisé sur l'Ukraine, sur Gaza. Oui. Il y a quelques autres, mais assez peu d'autres. Mais il y a beaucoup d'autres conflits. La République démocratique du Congo, le Soudan, en Érythrée, c'est pas joyeux. Le Nigeria, ça a toujours été l'enfer. Bref, il y a beaucoup de conflits régionaux comme ça, oui, qui font que les gens migrent. Mais quand vous disiez là qu'il y avait 300 millions de migrants, on va dire, enfin de personnes qui ont migré en tout cas. Oui. J'aime pas le mot migrant, c'est pour ça que je dis ça. Je préfère exilé. C'est vrai, mais 70% de ces 300 millions, ils migrent à côté de chez eux. Tout à fait. Ils viennent pas en Europe. Exactement. L'immense majorité vont dans une autre région du même pays. Oui. Une partie un peu moins importante va dans le pays d'à côté, en gros. Et quelques-uns vont beaucoup plus loin, comme en Europe. Donc nous, on a une vision européocentrée qui fait qu'on a l'impression que 300 millions, ils arrivent tous, c'est une invasion. C'est pas le cas du tout. Ils vont à côté de chez eux. Oui, tout à fait. Et puis dans ces 300 millions, bien évidemment, il y a aussi ceux qui sont en Europe et qui migrent en Europe même. Donc c'est pas forcément des personnes qui viennent du Sud. Hein, absolument, exactement. Dans les chiffres en France du nombre d'étrangers, il y a beaucoup d'Européens. Voilà, exactement. Quand on compte comme ça, il y a un nombre d'étrangers incroyable. Mais voilà. Les gars, il y a les Allemands, les Italiens. Je même lui, ça vous dérange moins. Mais bon, voilà. Et pour donner un exemple un peu plus concret, parce que moi, je travaillais chez Médecins sans frontières précédemment. Je me souviens d'avoir été au Tchad, par exemple. Oui. Dans le sud du Tchad, dans l'extrême sud du Tchad. Alors le Tchad, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Je ne sais pas si c'est pas le plus pauvre d'ailleurs, ou peut-être l'avant-dernier, mais c'est vraiment terrible. Et le sud du Tchad, qui est une région très agricole et très sèche, c'est la pauvreté dans le pays le plus pauvre du monde. Et il y avait à cet endroit-là, qui s'appelle Moïsala, il y avait un nombre incalculable de réfugiés qui venaient de la République centrafricaine. C'est le pays qui est juste en dessous. Il avait fait 30 km
Ils ont fui les conflits armés. Oui, les violences. Et ils ont fait 30 km pour se retrouver au Tchad. Voilà. Donc on peut dire que c'est des migrants. Mais c'est vraiment absolument typique de la réalité des migrations dans le monde, ça. Oui, tout à fait. Et alors, on a les personnes qui vont migrer. Il y a également les personnes sans papier. Par contre, ces personnes-là ne sont pas comptées dans les chiffres. On évalue, alors c'est difficile d'évaluer les sans-papiers, forcément. En Europe, à l'heure actuelle, il y aurait environ 5 millions de personnes sans papier. C'est à peu près dans les chiffres que vous auriez. C'est les chiffres qui, alors évidemment, comme vous l'avez dit, par définition, c'est très compliqué de compter les sans-papiers. Donc oui, on dit à peu près 5 millions en Europe. Et en France, alors les chiffres, la fourchette est large. Ça va de 300 000 à 800 000. Voilà, d'accord. En France. En France. Répartis sur l'ensemble du territoire. Répartis sur l'ensemble du territoire. Pour être très objectif, je pense qu'on est plus près de 800 000 que de 300 000. Parce qu'on sait que... déjà, il y a un chiffre objectif, c'est qu'il y a 400 000 personnes qui ont l'AME, oui. L'aide médicale d'État. Tout à fait. Et on sait qu'il y a beaucoup de non-recours, comme on dit, sur l'AME, c'est-à-dire beaucoup de gens qui pourraient l'avoir, mais qui ne la demandent pas. Tout à fait. Donc je pense que sur les chiffres de sans-papiers sont plutôt de 800 000. Alors évidemment, on dit comme ça, on dit c'est énorme, oui. Mais ça reste très peu si on divise 800 000 par 68 millions d'habitants. À l'échelon de la population, bien sûr. Pour se souvenir aussi de mettre les choses un peu en perspective, parce que sinon, ça inquiète tout le monde bêtement. Exactement. Alors, on parlait d'Europe aussi, il y a quelques instants, justement, sur les personnes sans papier. En Europe, il faut savoir que tous les pays n'ont pas n'ont pas joué le même rôle dans l'accueil des migrants. Alors, je voulais qu'on regarde une petite photo, Eric, si tu veux bien nous la mettre à l'écran. Voilà, alors si tu peux peut-être grossir un petit peu, je ne sais pas si c'est suffisamment lisible. On voit les différents pays et on voit que l'Allemagne et l'Autriche qui sont en jaune. Tu peux descendre un petit peu, Eric, s'il te plaît. Voilà, l'Allemagne et l'Autriche, entre 2000 et 2024, voilà, le nombre de personnes immigrantes ont grandi de 91%, alors qu'en France, on n'est qu'à 46%. On est quand même très en dessous par rapport à l'accueil au niveau par rapport aux autres pays européens. Mais la France n'est pas du tout une terre d'immigration massive. Et les chiffres, alors en termes de nombre d'étrangers présents, je ne parle pas d'immigration, je parle des étrangers qui sont présents. Oui. On est dans la moyenne européenne à peu près. Donc, d'accord. Déjà. Et en termes d'immigration, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, on est très très en deçà des autres. On est quasiment un des derniers pays. En 2015, quand il y a eu cette... on va dire, comme on a dit, la crise syrienne, c'est un afflux de Syriens en Europe, la France a pris une part, mais infinitésimale. Mais vraiment infinitésimale. Je ne peux pas dire autrement par rapport à d'autres pays comme la Suède, l'Allemagne et un certain nombre d'autres. Crise ukrainienne, on en a fait beaucoup de battage médiatique aussi. Dans l'accueil que la France a pu faire là-dessus, on était très 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 loin des autres. On a pris une toute petite part des Ukrainiens qui sont arrivés en Europe. Pour quelle raison d'ailleurs? Après, il y a des raisons objectives, c'est qu'on est le pays le plus lointain de l'Ukraine quand on est européen, on est à l'extrême ouest, donc forcément. Mais il n'y avait pas de volonté politique. Il n'y avait aucune volonté politique de le faire. Les Allemands, à ce moment-là, ont ouvert les bras explicitement. On dit « venez ». En France, ceux qui sont venus, on les a accueillis, alors pour le coup, très correctement. Oui. Ce qui prouve qu'on pourrait tous, qu'ils soient afghans, ukrainiens ou autres, peu importe, les accueillir correctement. C'est-à-dire que là, l'État s'est mis en branle. Moi, je l'ai vécu dans ma ville, à Alfortville. Alfortville, oui. Donc dans le département, et c'était vrai partout, l'État s'est mis en branle. Il a ouvert des centres. Il a demandé aux maires et aux communes de ce qu'ils avaient comme place, un appartement par-ci, un immeuble par-là, etc. On leur a donné des papiers immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ont eu un titre spécial, c'est pas réfugié, mais peu importe, temporaire. Ils les ont eu immédiatement, juste sur demande. On a organisé la Croix-Rouge, c'est dans le Val-de-Marne, à Créteil, c'est immédiatement mis en branle pour faire des accueils orientés, etc. On a cherché à leur donner du travail pour ceux qui voulaient rester, etc., etc. Et donc ça, mais vraiment, ça s'est vraiment fait. Alors avec des petits couacs par-ci par-là, évidemment, mais globalement, il y a eu un vrai accueil des Ukrainiens. Donc, on pourrait très bien le faire avec les autres, les Afghans, les Syriens, mais on ne le fait pas. Donc, bon, voilà, je ne conclurai pas, mais... Non, mais on peut effectivement avoir quelques conclusions sur cet accueil, bien évidemment. Mais je reviens à votre question, pardon. Il n'empêche que dans cette chose qui a fonctionné, l'accueil des Ukrainiens, la France était très loin des autres.
Très loin. Et vraiment loin. Les Syriens, c'était beaucoup moins. Et globalement, au-delà de ces deux crises spécifiques, 2015 et puis 2022 avec les Ukrainiens, on est ce qu'on appelle le taux d'immigration, c'est-à-dire que le nombre d'immigrés qui rentrent par an, on va dire ça comme ça, on est très loin de l'Allemagne. Je crois qu'on est le 4e plus mauvais pays d'Europe. Enfin, plus mauvais, le plus faible. Plus faible, voilà. Effectivement. Alors justement, puisqu'on parle de chiffres, moi je voulais vous faire réagir sur cette phrase de François Bayrou qui a dit en début d'année, en 2024, la France a accueilli plus d'un demi-million d'immigrés supplémentaires. Alors d'après l'association Forum Réfugiés, le chiffre est erroné. Est-ce que vous confirmez que le chiffre est surévalué par le Premier ministre ? Non seulement il est complètement erroné et surévalué, parce qu'en gros, les chiffres sur les dernières années, c'est plutôt 350 000, enfin 350 000 entrées, comme on dit, premier titre de séjour, voilà, pour dire les choses clairement. Premier titre de séjour, exactement. Donc déjà, bon, alors je ne sais pas ce qu'il ajoute, il doit faire comme Jordan Bardella, ajouter des choux et des carottes, et puis faire un globi-boulga, et à la fin dire ce qu'il en est. Et surtout, tous ces gens-là oublient une chose, c'est qu'il y a des étrangers qui partent. Oui, bien sûr. C'est qu'on parle de solde migratoire par définition. D'abord, il y en a qui décèdent, déjà. Oui, déjà. Premièrement. Et puis, il y en a qui repartent. Et donc, en gros, le solde migratoire, on considère, quand je dis on, je parle des scientifiques, je ne parle pas des gouvernants ou de l'opposition d'extrême droite, on considère à peu près par an, depuis ces dernières années, qu'on a un solde migratoire positif de 150 000 personnes. 150 000. Voilà. Alors, donc évidemment, quand on brandit 500 000, c'est qu'on a une visée politique, pour dire les choses clairement. C'est que si on surévalue autant un chiffre, c'est qu'on a un message à faire passer. Justement, on y reviendra dans quelques instants. J'aurais une question à ce sujet. Alors néanmoins, quand on regarde les chiffres, donc en 2023, les immigrés représentaient 10,7% de la population en France, donc un dixième de la population. Par contre, la proportion est néanmoins en hausse, puisque c'était 7,3% en 1999. C'est absolument vrai. Alors, à ce stade, je pense qu'il faut qu'on dise aussi, qu'on explique la différence entre un immigré et un étranger. Aussi, parce qu'on mélange toujours complètement les choses. Donc, un étranger, c'est quelqu'un qui a la nationalité étrangère et qui vit en France. Voilà, c'est assez simple. Et un immigré, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger de nationalité étrangère. Et donc, il y en a... c'est pas le même chiffre que les étrangers. Parce que j'arrive en France... J'ai 5 ans, j'arrive en France, j'y vis 20 ans, j'obtiens la nationalité française. Oui. Donc je suis français. Mais je suis toujours un immigré au sens statistique du terme, au sens où je suis toujours né à l'étranger de nationalité étrangère. Et oui, bien sûr. Voilà, donc déjà, pour les chiffres, il faut toujours un peu rappeler les choses. Et du coup, j'ai oublié votre question parce que j'ai voulu faire de la pédagogie. C'est très bien, je vais vous la redonner. Donc, on parlait d'augmentation néanmoins entre 1999 et 2023, on était passé de 7,3% à 10,7% de la population. Absolument. Non, mais la donnée objective, c'est que globalement, l'immigration augmente en France. C'est factuel, c'est absolument factuel. Sauf que c'est très loin d'être une invasion. Mais vraiment très loin, ou d'une submersion, pour reprendre les propos de monsieur Bayrou. Pardon, j'ai anticipé. On est très loin d'une submersion. Quand on regarde la courbe, même sur le temps long, depuis la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, jusqu'à maintenant, il y a une courbe qui monte, j'allais dire gentiment, et pour atteindre 10%. Mais on est très loin du grand remplacement. D'ailleurs, si les grands remplaçants qu'on nous présente voulaient en arriver à ça, ils sont vraiment nuls. C'est-à-dire que depuis 1945, ils ont atteint 10%. Oui, c'est relativement faible. Les gars sont nuls. Ils sont nuls, Florence. Ils progressent très lentement, mais je comprends, bien sûr. Oui, l'immigration, clairement, augmente en France. Mais néanmoins, elle est quand même sur une pente ascendante. Absolument. Bien évidemment. Et qui va continuer à monter, de fait, au regard des crises que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a de plus en plus de conflits, le changement climatique, etc. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de migration. Alors, encore une fois, dans le monde... Oui. Et donc aussi par répercussion en France, bien sûr. Alors voilà, vous aviez un tout petit peu anticipé ma question parce que moi je veux que l'on parle du discours politique, mais vous êtes un invité parfait, donc vous devinez mes questions avant même que je ne vous les pose. Donc moi je voulais qu'on parle du discours politique de nos dirigeants, puisqu'on se souvient, vous l'évoquiez à l'instant, du sentiment de submersion migratoire de François Bayrou. Récemment, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dit « l'immigration n'est pas une chance ».
Donc lui, il répondait déjà à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, mais à sa manière. Donc est-ce que finalement, c'est un discours qui est destiné à plaire et à regagner une partie de l'électorat d'extrême droite ? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une course à l'échalote entre la droite, au sens large du terme, et l'extrême droite. Oui. C'est évident. Ils sont persuadés que de prendre ils considèrent que le Front National, le Rassemblement National, le discours fonctionne. Oui. Donc on va les siphonner en prenant le même discours. Bon, je crois que tous les exemples dans tous les pays du monde montrent que ça ne fait que renforcer celui qui en parlait le premier. Donc déjà, ils font une erreur politique, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais là où ça devient mon problème et notre problème à tous, c'est que cette course à l'échalote finit par une petite phrase par jour sur les immigrés, les étrangers qu'on mélange allègrement, l'islam qu'on mélange allègrement, l'islamisme qu'on mélange allègrement, voire les violeurs, etc. Et c'est là où ça devient un problème républicain et que c'est pas juste un problème de stratégie de la droite, ça devient un vrai sujet de société. Après, une fois que j'ai dit ça, je ne fais que le constater et je le déplorer qu'on en soit là. Mais je pense quand même qu'il reste persuadé qu'on peut, entre guillemets, lutter, en tout cas d'avoir un contre-discours et qui est un discours, qui doit être un discours le plus factuel possible. Oui. Donner l'exemple de Bayrou qui dit 500 000 alors que c'est 150 000. Mm-hmm. On a quand même un gros problème de république, pas seulement de stratégie politique. C'est un problème de république. C'est qu'on n'est plus on est dans le trumpisme, on est dans la post-vérité ou dans la fake news permanente. Dans la fake news. Donc, contrairement à Trump, c'est pas de façon clownesque et guignolesque, mais c'est presque plus grave. Mais qui doit rétablir la vérité sur ces chiffres ? Est-ce que ce sont des économistes ? Est-ce que ce sont des politiques ? Est-ce que ce sont les politiques de gauche ? Ah ben ça, par exemple oui, certainement. Après, la gauche a ce contre-discours, peut-être pas assez précis et pas assez, peut-être trop en brandissant des valeurs et pas assez en étant plus précis. Précisément, oui. Après, un peu en retrait. En retrait et en défense, sujets. C'est-à-dire tout le temps en réaction à Darmanin a dit ceci, Retailleau a dit cela. Non, pas force de proposition, justement, sur ces sujets. Absolument. Donc c'est un vrai sujet de stratégie pour la gauche. Et pour ce que je dis à mes propres camarades régulièrement. On verra. Après, il y a des élections, pour être plus positif, il y a des élections présidentielles bientôt, il y aura forcément des programmes électoraux, et donc on verra. Mais donc pour contrer ce discours, moi je pense que c'est la responsabilité des politiques. Parce qu'il y a des économistes, des démographes, des chercheurs, pour dire les choses, qui donnent ces chiffres. Moi, là, quand je vous ai donné quelques chiffres les plus factuels possibles, je ne les ai pas inventés, je ne suis pas chercheur, c'est pas moi qui les ai trouvés. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Alors est-ce que on peut contrer la fake news par des vérités et des faits ? La réponse est oui. Il y a un certain nombre d'autres chercheurs qui ont montré que c'était compliqué et que c'est beaucoup plus facile de diffuser une fake news en 2 secondes que de la contredire en un discours de 10 minutes argumenté. Donc c'est une vraie difficulté. Donc les chercheurs font le boulot. Je pense à François Héran, enfin il y a un certain nombre de chercheurs qui font François Gémen qui a travaillé là-dessus aussi, et d'autres, ils font ce travail. Mais peut-être que les politiques ne s'en emparent pas assez pour faire ce contre-discours, mais je crois que les choses se jouant au vote et à l'élection, c'est aux politiques de contredire ce discours mensonger. Oui, et d'avancer des éléments factuels, comme vous le disiez à l'instant. Mais d'en faire une politique, parce qu'une fois qu'on a dit des vérités de chiffres, qu'on en est là, les Français, ils vont dire OK, mais ils vont dire mais vous proposez quoi ? Voilà. Donc, parce que néanmoins, ce qui est vrai, c'est que le sentiment très alimenté par un certain nombre de politiques et de médias, il faut dire les choses aussi, c'est quelque chose qu'il faut contrer par un discours, par un programme, par des propositions. Oui, il ne faut pas forcément uniquement stigmatiser l'électorat de droite, d'extrême droite. Ça marche pas, ça. Voilà, il faut avoir des propositions qui répondent aux problématiques de l'ensemble des Français. Absolument. Effectivement. Alors, on va finir par croire, cher Étienne, que vous avez les questions avant que vous ne soyez venu, parce que vous évoquiez à l'instant François Héran. Et justement, j'ai une question sur François Héran, donc c'est magnifique. Alors, François Héran, pour le dire pour nos spectateurs, c'est un sociologue, il est professeur au Collège de France, et il a écrit un livre qui s'appelle « Immigration, le grand déni ». Et donc, ce que François Héran désigne par le grand déni, c'est le procédé paradoxal qui consiste à grossir l'immigration à outrance pour conclure d'autant plus à la nécessité de lui infliger une réduction drastique. Exactement. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, finalement.
Merci à François Héran. Voilà, c'est ma caution scientifique. Voilà. Non, oui, bien sûr qu'il a raison. Et l'exemple le plus parfait, c'est votre introduction avec François Bayrou qui grossit le chiffre, et avec une visée politique, évidemment. Personne n'a intérêt à tripoter un chiffre, si ce n'est pour en faire quelque chose. Et donc, d'où l'intérêt de rétablir les vérités. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Oui, effectivement. Alors, néanmoins, quand même, on voit que le phénomène, on l'a dit à l'instant, le phénomène migratoire prend de l'ampleur. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il faut le réguler ? Si oui, par quels moyens ? À titre très personnel, non. Mais je ne pense pas qu'il faille le réguler, au sens où il se régule tout seul. Oui. Je pense que d'avoir 150 000 personnes, un solde migratoire de 150 000 personnes, dans un pays de 68 millions d'habitants, personnellement, je ne vois pas le problème. Mais peut-être que c'est parce que j'ai personnellement pas de problème avec les étrangers et que d'autres ont un problème avec les étrangers. Je reconnais ce biais que j'ai. Je le confesse bien volontiers. En revanche, mais vous allez dire que je sens que vous allez dire que j'anticipe sur vos questions. En revanche, la question, c'est comment on accueille les gens. Plus que combien on en accueille, qui pourrait être un sujet. Dire les choses objectivement. À Mayotte, quand la moitié de l'île sont quasiment des sans-papiers comoriens, même si à la base c'était le même pays, on comprend qu'il y a une difficulté démographique. Voilà, je ne sais pas s'il faut parler de seuil, mais en tout cas, voilà. Nous, on en est très très loin, très 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 loin. Donc, plutôt que de s'occuper du nombre d'étrangers, moi, mon sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on accueille aussi mal. Oui, effectivement, et on va y venir. Alors effectivement, qui viennent chez nous. Voilà. Mais un petit peu, voilà, là vous anticipez un tout petit peu. Sentais. Je voulais qu'on reste. Alors quand même sur cette question de régulation, parce que je pense que pour les gens qui nous regardent, c'est quand même une question importante. Alors certains ont parlé de quotas, d'introduire des quotas. Certains disent que l'image que l'on présente de la France est beaucoup trop idyllique. Cette image un petit peu pas de l'assistanat, mais des facilités de santé, d'éducation. Alors que si on montre des images, par exemple, de réalité, de personnes qui ont migré et qui se retrouvent dans des foyers Sonacotra, justement, vous parliez d'intégration, ça fera beaucoup moins rêver. Est-ce qu'on projette finalement de la France une image trop idyllique et qui incite les gens à venir ? Moi, je ne crois pas ça, parce que les gens, alors, on peut pas dire les gens, parce qu'on fait une généralité, on met tout le monde dans un même sac, et on dit les migrants, on dit les exilés, alors en fait, il y a autant d'exilés que de personnes individuelles, c'est pas des noms, c'est pas un qualificatif migrant. Voilà, de même que les Français. Personnellement, je me sens très, très différent de Emmanuel Macron, par exemple, ou de François Bayrou. Et pourtant, on est Français tous les deux. Donc on va dire, les Français pensent ceci ou font cela. Donc les exilés, c'est pareil. Voilà, donc ça dépend d'où ils viennent, ça dépend. Donc chez nous, il y a beaucoup d'exilés qui viennent parce ils sont francophones. Donc ils viennent en France. Pourquoi ils iraient au Portugal où ils parlent pas la langue ? Enfin, ça paraît logique. À l'inverse, les Angolais, j'imagine, vont au Portugal parce qu'ils parlent leur langue. Voilà, typiquement, les Afghans vont beaucoup en Angleterre pour des raisons, pour plein de raisons. Même s'il y en a en France aussi, évidemment, il ne faut pas généraliser. Mais donc, c'est pas les allocs, comme dirait l'autre, qui les font venir. Ça n'existe pas, ça. La preuve, c'est que, soi-disant, nous, on serait une espèce d'Eldorado des allocations pour les étrangers, ce qui est complètement faux par ailleurs. On y viendra tout à l'heure, effectivement. On n'a strictement rien. Or, on est un des pays qui accueille le moins, donc c'est complètement illogique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, totalement. L'Allemagne, qui est censée être très, très dure, on dit, regardez, en Allemagne, au moins, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas l'AME, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas un panier de soins, comme on dit, etc. C'est bizarre, parce que tous les étrangers vont en Allemagne. Donc, je pense que c'est, encore une fois, une fake news. D'accord. Alors, certains politiques préconisent d'intervenir en amont, c'est-à-dire en favorisant le développement des pays du Sud pour lutter justement contre la pauvreté dans ces pays, un peu à l'image du partenariat euro-africain pour la migration et le développement de 2006, donc ce qui permettrait en fait in fine d'éviter les départs. D'autres pensent au contraire que si on va favoriser les pays et donc ça va augmenter la migration parce que finalement ce sont les personnes les plus aisées qui ont les moyens de migrer. C'est vrai. Donc, parce que justement, il y a une frange de la population aujourd'hui qui est trop pauvre pour migrer. Donc, si vous augmentez son seuil de revenus, elle va pouvoir le faire. Quel est votre avis sur ce point ? Et je crois que ce deuxième point est très vrai. Pour migrer, je reprends l'exemple du Tchad où j'étais.
je suis allé dans des villages où ils n'ont rien, mais rien, vraiment rien. On se dit, ils ont une telle pauvreté qu'ils vont partir en Europe. Il n'y en a pas un qui part. Pas un. Alors d'abord parce qu'ils sont bien chez eux, c'est chez eux. Tout le monde, voilà, les gens aiment bien être chez eux. Les Français aiment bien être en France et les Allemands en Allemagne et les Tchadiens au Tchad. Et puis surtout, ils n'ont pas les moyens. Parce que pour partir du Tchad en Europe, il faut traverser le Tchad, ça peut se faire, traverser la Libye dans des conditions d'enfer absolues et indescriptibles. Et encore une fois, mes années chez Médecins Sans Frontières, j'ai pu voir ça. C'est un enfer au sens propre du terme. Traverser la Méditerranée sur un bateau en plastique moyennant des milliers de dollars parce que les passeurs vous extorquent ça. Donc oui, il faut avoir de l'argent pour un peu d'argent pour migrer déjà. Donc voilà. Donc dire on va donner de l'argent pour le développement des pays du Sud pour qu'ils évitent de venir, c'est factuellement pas très malin. En revanche, qu'il y ait des migrants ou qu'il n'y ait pas de migrants, il faut aider les pays du Sud. Bien sûr. Donc, il faut augmenter l'aide au développement, ce que ne fait pas la France, d'ailleurs, loin de là. Elle fait de l'aide au développement, mais de façon trop faible, à mon avis. Et donc, il faut faire cette aide au développement, mais pas pour des raisons de migration. Voilà. Mais donc, effectivement... Oui, de soutien, en tout cas, ça ne sera pas une solution, entre guillemets, pour ceux qui veulent réduire l'immigration, ça c'est sûr. D'accord, donc là, ça ne serait pas la bonne solution. Alors, justement, donc, on l'évoquait tout à l'heure, donc, la politique d'accueil donc, pour les immigrants arrivant sur le territoire français est primordiale. Déjà, qu'en est-il à l'heure actuelle ? Quelle est la politique menée ? Est-ce qu'elle vous paraît suffisante en termes... Est-ce qu'il y a suffisamment de suivi qui est, il faut le dire, un gage d'insertion et d'intégration? Alors, encore une fois, il faut qu'on, avant de répondre à votre question, il faut qu'on distingue bien les choses quand on parle de l'immigration. D'abord, il y a deux sujets distincts. Alors, je dis ça parce que dans le débat public, tout est mélangé. Il y a deux sujets distincts. Il y a le sujet des frontières, est-ce qu'il faut ouvrir ou fermer. Bon, ça peut être un débat, là, vous ouvriez le débat. Et puis, il y a ceux qui sont là. C'est un autre sujet, c'est pas le même sujet, mais encore une fois, dans le débat public, parce qu'on répond en 3 secondes par des slogans et avec du buzz, voilà. Donc c'est deux sujets différents. Et parmi ceux qui sont là, il y a plein de sujets très différents. Un étranger qui est là depuis 25 ans, qui a fondé une famille, qui travaille depuis 25 ans, qui a un titre de séjour, évidemment, qui est éventuellement devenu français, mais même s'il n'est pas devenu, c'est une catégorie. Encore une fois, si on peut faire des catégories comme ça. Quelqu'un qui est sans papier depuis 10 ans, qui travaille avec des fiches de paye ou au noir, c'est un autre sujet. Un primo-arrivant, comme on dit, qui vient d'arriver et qui est dans un camp, comme on en voit des campements dans les grandes métropoles ou aux abords des grandes métropoles, c'est encore un autre sujet. Bien sûr. C'est pour ça que l'accueil, bon, voilà, faut voir les choses différemment. Mais pour ce qui est de ceux qui arrivent sans papier, typiquement, en Allemagne, alors qu'ils en ont pris beaucoup plus que nous depuis 2015, ils ont une vraie politique de leur apprendre l'allemand, de les loger, alors pas de façon, pas dans un palace, mais les loger quand même, essayer de les insérer dans les entreprises, etc. Et donc par le travail, par la langue et par le logement, ils se sont dit, ça sera des forces vives pour le pays. Nous, on considère que c'est des gens qui n'ont rien à faire là, qui doivent repartir. Alors que ce sont des forces vives pour le pays, potentiellement. Bien sûr. Donc, en gros, pour vous dire clairement, la France fait pas grand-chose en termes de langue française, d'apprentissage de la langue. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Enfin, c'est quand même beaucoup par les associations, voire par les municipalités, plutôt que par une vraie politique. Oui, c'est pas au niveau national en fait. Oui, mais pas suffisamment. Loin de là. Et heureusement et ça suffit toujours pas, que des associations et des municipalités le font, mais ça reste très insuffisant. Et donc, quand vous insérez pas par la langue, vous vous insérez pas du tout. C'est un vrai sujet. Oui. Donc voilà. Et donc, quand on leur dit, vous pouvez pas travailler, même des demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler en France. Donc, comment ils s'insèrent ? Alors, ils sont demandeurs d'asile, ils attendent qu'on réponde à leur requête d'asile, qui prend des mois. Alors, qui peut finir majoritairement négatif, mais même si elle est positive, ils vont attendre des mois, avec pas le droit de travailler. Et à part aller au Secours catholique, au Secours populaire ou au Resto du Cœur pour manger et aller voir le maire pour savoir comment ils peuvent apprendre le français, il ne se passe rien. Oui. Donc on n'est pas dans une politique inclusive d'accueil. Il y a un vide au niveau de l'accueil. Clairement. Donc si au lieu de les fustiger, on les intégrait, je pense que d'abord dans le discours, dans l'esprit des Français, ça serait très différent. Et puis surtout, ça changerait les choses même économiquement.
Parce qu'il pourrait travailler, il pourrait oui, parce que là, il y a une manne potentielle au niveau du travail qui n'est pas exploitée. De façon très pragmatique, j'allais dire, sans jugement, justement. Sans valeur. Si on veut juste faire de l'économie, c'est juste imbécile comme politique. Totalement. Là, je vous suis sur ce point au niveau de l'insertion. Alors, puisque vous parliez justement de la langue, on sait que depuis 2024, avec la loi Darmanin, il y a une exigence d'intégration qui passe par des tests de français. Donc, en fait, maintenant, pour obtenir une carte pluriannuelle de 2 à 4 ans ou une carte de résident, nationalité française, il faut passer des tests. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qui, justement, parce que il y a des disparités. Si on est accueilli dans une famille ou si on a déjà de la famille, on peut être aidé au niveau de la langue. Voir si on est francophone de base, bien sûr. Exactement. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Parce que encore une fois, la langue, c'est important. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on demande aux étrangers de parler la langue. C'est très important pour eux-mêmes. Sauf que on ne fait pas ce qu'il faut pour le leur apprendre. Donc on ne peut pas exiger des choses de façon négative en disant si tu ne parles pas bien la langue, tu ne viens pas, sans avoir mis en place les cours qui vont bien pour qu'ils puissent apprendre la langue française. Donc pourquoi pas, mais à condition qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'ils parlent français. Alors rien n'a été mis en place justement par rapport à ces exigences Non, ils sont censés parler français. Alors si vous êtes camerounais ou tchadien, vous avez de la chance, probablement vous parlez déjà français. Si vous êtes afghan, forcément vous partez avec un plot en béton à la cheville droite. Supérieur, effectivement. Alors, on a le plaisir. Bonjour. Bonjour, un petit peu mouillé parce qu'il pleut, il paraît aujourd'hui. Mais oui, effectivement, vous avez bravé les éléments, vous avez bravé la circulation pour être avec nous. Je vous en remercie. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci. Alors Pierre, je vous ai présenté, alors vous n'étiez pas encore arrivé, mais je vous représente à nos spectateurs. Donc vous êtes le président de France Fraternité. Et vous avez été également, et ça c'est un poste très important, vous avez été le directeur général de France Terre d'Asile pendant de 1997 à 2020. Pendant 24 ans, oui. Oui, effectivement. Je voulais juste qu'en préambule, vous nous disiez quelques mots sur France Fraternité. C'est une association qui a 3 objets. Le premier, c'est la lutte contre les extrémismes politiques et religieux. Le second, c'est l'éducation populaire. Et le troisième, c'est la solidarité à travers la mise en place d'un certain nombre de dispositifs réservés aux plus précaires. D'accord, effectivement, oui, c'est ô combien important à l'heure actuelle et ô combien en phase avec notre problématique du jour. C'est une association que j'ai créée avec d'autres au lendemain des attentats de 2015. Voilà, en disant qu'il était important plus que jamais de faire nation. Oui, totalement. On ne saurait que vous rejoindre sur ce point, bien évidemment. Alors, en attendant votre arrivée, nous avons commencé par parler de chiffres, bien évidemment. Nous avons parlé de chiffres au niveau mondial, nous avons parlé de chiffres européens, nous avons parlé de la France. Je voulais juste, alors, puisqu'on parlait de l'Europe, moi je voulais avoir votre sentiment par rapport à 2 mesures européennes. Donc, tout d'abord sur le pacte sur la migration et l'asile qui entrera en vigueur en 2026, et puis sur le projet qui était présenté mi-mars par la Commission européenne qui remplacerait la directive retour de 2008. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent en quoi concernent ces deux lois ou pactes Oui, bien entendu, je vais le faire. J'imagine que sur la question de la migration, vous avez rappelé que les migrations n'étaient pas la règle dans le monde, que en réalité la règle c'était la sédentarité. Je rappelle à ce micro que 96% des personnes ne migrent pas, restent chez eux, et que en réalité on est aux alentours de 3,6% de la population mondiale qui quitte son pays en raison d'événements climatiques, d'événements politiques, de guerre, etc. Et que
que la définition du migrant international, c'est celui qui va sortir de chez lui, franchir les frontières et rester au moins 1 an à l'extérieur. Voilà la définition du migrant international. Pour répondre à votre question sur le pacte migration, asile, sur la directive retour, écoutez, c'est une série de règles qui s'appliquent dans tous les pays membres de l'Union européenne et qui évidemment viennent renforcer les difficultés d'atteindre le territoire national, les territoires nationaux, les territoires de l'Union européenne. Voilà, le pacte migration-asile, c'est tout de même une usine à gaz absolument invraisemblable, parce qu'il y a un certain nombre de chiffres. Il faut que certaines nationalités n'aient pas plus de 20% ou 25% de taux de reconnaissance dans l'Union européenne pour pouvoir y être admis. Pardon, c'est l'inverse. Ils ne sont pas admis si les taux de reconnaissance sont trop faibles. Ils passent par un SAS, enfin ça c'est la théorie, par des centres, des hotspots qui sont mis aux frontières. On ne nous dit pas à quelles frontières et comment on les gère. Et donc, certes, ça s'applique en 2026, mais enfin, il faudrait déjà que les pays européens acceptent d'avoir des règles communes et de les appliquer ensemble. Oui, parce que, en l'occurrence, je vous rappelle que, par exemple, la Hongrie se met en permanence hors de l'Union, qu'elle est rappelée à l'ordre régulièrement, mais que peu lui en fait. En réalité, le groupe de Visegrad, c'est-à-dire les pays autour de la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie, etc., refusent obstinément l'accueil d'un certain nombre de migrants. Parce que justement, ce pacte, en fait, il a une visée, c'est de rendre les États européens un peu plus solidaires des uns des autres dans l'accueil des migrants, puisque on l'a vu, on a vu quelques chiffres. Voilà, tout le monde, il y a de fortes disparités en matière d'accueil. Il y a de fortes disparités, mais ça depuis le début. D'abord parce qu'il y a une géographie à l'Union européenne. Et que, évidemment, pour rentrer dans l'Union européenne, on rentre par de premiers pays et qui, du coup, supportent la charge de l'accueil. Alors, c'est vrai, notamment, par exemple, de la Grèce, c'est vrai de l'Italie, ça peut être vrai de l'Espagne, sauf qu'il y a des contournements en permanence des règles communes de l'Union européenne, puisque les mêmes pays que je viens de citer, en réalité, ont inventé une réponse, c'est de laisser passer et dire, tiens, allez donc voir chez le voisin si l'air y est meilleur. Et donc, nous avons un problème en Europe d'harmonisation des règles en matière d'asile, en matière d'immigration. Moi, je suis toujours frappé du fait que, en réalité, la décision d'un État européen ne s'applique pas aux autres. Voilà. Et pour moi, c'est une véritable interrogation. Du coup, ça génère au sein de l'Union un certain nombre de migrations qu'on appelle des migrations de rebond. Pour être plus clair pour vos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que vous allez avoir des Afghans, je vous entendais parler de l'Afghanistan tout à l'heure, qui vont être refusés à l'asile dans un certain nombre de pays européens, qui, du coup, vont aller dans un autre pays européen. Mais ils ne seront pris en charge qu'en réalité, qu'après un temps qui est souvent égal à 12 à 18 mois à cause du règlement Dublin. Donc ils viennent où ? Ils viennent en Allemagne et ils viennent principalement en France. Par exemple, en Allemagne, vous avez plus de 450 000 Afghans qui sont arrivés sur une période de 12-13 ans. En France, nous en sommes à 100 000.
D'accord, effectivement, oui. Et il faut ajouter sur la question européenne, qui était bien décrite, que Frontex, nos gardes frontières, sont passés, alors de mémoire, de 6 millions à quasiment 1 milliard, 900 millions je crois, en 15 ans. Donc en gros, en budget, oui. Pardon. Et donc en gros, on multiplie les gardes frontières et ça passe toujours autant. Donc à un moment, il faudra quand même se poser la question de l'efficacité de la chose. Quand je dis ça passe toujours autant, Frontex, vous pouvez peut-être expliquer. C'est l'agence européenne qui est chargée de garder les frontières pour faire les choses. Oui. Donc ils patrouillent en mer, alors pas pour sauver les gens en général, plutôt pour les refouler. Mais donc voilà, donc on a une explosion de ce budget. Bon voilà, on va dire que ça correspond à une stratégie, une politique qui refoule le migrant, admettons, mais ça ne fonctionne pas. Parce que tous nos politiques nous expliquent que on est envahi. Donc faire une politique comme ça, dépenser autant d'argent pour un résultat, de leur point de vue, aussi faible, il y a quand même de quoi s'interroger sur la dépense de l'argent public. Oui. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de solution miracle. S'il y en avait une, ça se saurait. Et il n'y a pas eu de solution miracle sous les quinquennats qui viennent de se dérouler. Il n'y en a pas eu non plus auparavant. Nous avons un devoir, évidemment, de solidarité. Et il faut rappeler que l'Europe n'est pas, l'Union européenne n'est pas l'endroit du monde qui accueille le plus de réfugiés. Si on parle, par exemple, de l'Afghanistan, il faut se souvenir quand même qu'il y en a près de 4 millions qui sont en Iran. Il faut se souvenir qu'il y en a à peu près 1,5 million qui sont au Pakistan. Donc, faut ramener le sujet à la bonne hauteur. Bon, c'est vrai que dans les pays qui accueillent, il y a l'Iran, il y a la Turquie également, qui accueille énormément. Ces 3 pays, par exemple, aujourd'hui ont remis en cause l'accueil des Afghans et les expulsent massivement. Et donc, la question qui peut aussi se poser pour l'Union européenne, c'est comment on fait ? Parce que, évidemment, ça demande des moyens. Vous disiez Frontex. Frontex, en réalité, c'est vrai que le budget a augmenté de manière considérable, mais enfin, le nombre de personnes, c'est-à-dire qui exercent aux frontières, il est très faible. Et on annonce près de 10 000 personnes pour 2026-2027. Mais c'est très peu. Moi, je suis allé sur des tas de théâtres aux frontières de l'Union européenne. Et je vous assure qu'on regardait avec les gardes frontières, les gens arrivaient dans des paterasses, dans des bateaux, et puis on se disait, mais où ils vont ? Ça, c'était en Grèce en 2015 et en 2016. Donc, la question, elle est pas simple, parce qu'il faut évidemment des moyens pour accueillir. Vous parliez tout à l'heure des Afghans. C'est très intéressant. C'est vrai que près de la moitié d'entre eux, en tout cas, d'après un certain nombre d'études, ont un niveau scolaire qui est proche de 0, parce que l'accès à l'éducation en Afghanistan, c'est pas possible. Et donc, ils ne sont pas alphabétisés dans leur langue. Mais alors, à partir du moment où on les accueille, et puis on les accueille mal, parce que souvent, on les laisse dans la rue, dans des hôtels sociaux, etc., pendant très longtemps. Si on ne met pas les moyens de l'intégration, il ne faut pas s'étonner ensuite que nous ayons des difficultés. Mais ça vaut pour tout le monde. Et puis à partir d'un certain moment, on peut aussi se poser la question des capacités d'accueil que nous avons. Est-ce que c'est un accueil indéfini ? Manifestement, non. Or, vous avez une crise en Afghanistan qui dure depuis 40 ans. 40-50 ans, depuis 1979, l'invasion de l'URSS, etc. Donc, on voit bien que une des réponses aux crises, c'est pas simplement la politique d'accueil, c'est une politique multilatérale qui empêche un certain nombre de crises de se développer.
Bon, ce qu'on a fait en Afghanistan, ce que l'Occident a fait en Afghanistan sur les 20 dernières années, c'est pas brillant. Hein. Oui, c'est-à-dire que l'interventionnisme peut-être occidental peut accélérer certains phénomènes migratoires. Écoutez, la Libye, avec M. Sarkozy, franchement, ça n'a pas été un mode opératoire tellement brillant. Hein. Bon, donc voilà les situations dans lesquelles nous sommes. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Mais par contre, je pense que nous sommes en Europe défenseurs d'un modèle qui est celui de l'humanisme universaliste et que nous devons absolument le défendre et prendre un certain nombre de moyens pour cela. Ça ne veut pas dire qu'on va accueillir toute la misère du monde, mais qu'on doit en prendre notre juste part. Effectivement. Alors, on va poursuivre, puisque nous avions commencé avec Étienne justement parler d'intégration. Parce que voilà. donc c'est très très bien. Ça nous fait cette passerelle. On avait parlé justement de cours de français pour les personnes qui arrivent sur le territoire français. Donc, Étienne, moi j'avais une autre question à vous poser. Je sais que donc au niveau d'Alfortville, puisque ça vous l'évoquiez, c'est la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes étrangères réfugiées sur d'autres territoires qui vous préoccupe, et notamment les obstacles administratifs auxquels elles sont confrontées. Oui, quelque chose qui empire d'ailleurs. L'obstruction qu'il peut y avoir, l'obstruction administrative, moi je pense qu'elle est volontaire, mais oublions ce que je viens de dire. L'objectif obstruction administrative dans les préfectures génère... Pour obtenir des papiers. Alors soit un premier titre de séjour, ou des renouvellements de titres de séjour. Oui. Et ça empire, mais chaque année, c'est pire que l'année précédente. Là, depuis quelques années, c'est un enfer. Le résultat des courses, et là, je vais faire du local, mais j'ai échangé justement il y a quelques temps avec beaucoup de mes alter ego qui sont maires ou adjoints au maire dans d'autres régions de France, et c'est absolument pareil dans tous les départements. Le résultat de ça, c'est que les gens se retrouvent sans papier. Des gens qui travaillent depuis 10 ans en France ou qui sont étudiants en France, parce que le renouvellement de leur titre de séjour prend des mois et des mois et des mois, se retrouvent sans rien, c'est-à-dire sans couverture sociale, sans etc., etc. Et donc sans salaire, parce qu'à un moment, souvent, l'employeur dit « Non, mais moi, je ne peux pas employer un sans-papier, je suis désolé, je suis obligé de te... » Et ils finissent dans mon CCS, ils finissent dans mon centre communal d'action sociale à demander de l'aide alimentaire. Des gens qui étaient là, qui travaillaient depuis des années, oui. On est quand même dans un délire complet. Alors moi, je prétends que c'est tellement gros ou alors les préfectures sont trop occupées à distribuer des OQTF, autre sujet dont il faut qu'on parle, et qu'elles n'ont même plus le temps de s'occuper des renouvellements de titres, et je ne parle même pas des premiers titres de séjour, où là c'est pas des mois, c'est encore pire. Mais donc le résultat du coup, c'est qu'on fabrique la misère nous-mêmes administrativement. Donc c'est absolument incroyable. Et donc moi je vis dans mon CCAS, encore une fois, j'en ai parlé il y a quelques jours avec d'autres, c'est pareil dans quasiment tous les départements de France, dans toutes les préfectures. Et on va prendre à Alfortville on va former un vœu. Alors un vœu dans un conseil municipal, on sait ce que ça vaut, ça sert pas grand-chose. Néanmoins, c'est une alerte auprès du préfet du Val-de-Marne pour que cesse cette situation invraisemblable. Oui, les municipalités pallient les actions de l'État qui génèrent de la misère. Oui, je vois que Pierre-Henri veut vous répondre sur ce point. Je veux en tout cas apporter ma pierre à l'édifice, si j'ose dire, parce que en réalité, et moi je m'étonne que les partis politiques n'aient pas un discours plus clair sur cette question. Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Mais alors, il faut nommer les choses. En réalité, c'est le service public des étrangers en France qui dysfonctionne totalement et qui a été transformé à partir de 2020 en accès numérique. En fait, les gens n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous aux préfectures pour déposer leur dossier. Et donc, vous avez, alors, soit pour déposer leur dossier sur un premier titre, soit sur un renouvellement. Et donc, vous avez des gens qui sont parfaitement intégrés, qui, effectivement, vont se retrouver sans titre de séjour, et donc, les employeurs vont les licencier, et donc, ils se retrouvent dans les CCAS. Mais la défense des services publics, ça passe aussi par la défense du service public des étrangers en France. C'est un véritable scandale, ce qui se passe. Et je rappelle que le Conseil d'État a demandé
à ce que, à la place du service numérique, quand il ne fonctionnait pas, on mette des fonctionnaires, des gens, des humains, pour pouvoir répondre aux demandes. Mais bien évidemment, les préfectures s'assoient dessus. Alors, pas forcément parce qu'elles le veulent, mais parce que, tout simplement, le service des étrangers, c'est le parent pauvre des préfectures. Et qu'il n'y a pas de moyens. Donc ça, vous savez, la manière dont on accueille l'autre, celui qui vient d'ailleurs, vous en dit beaucoup sur la suite. Et moi, j'entends en permanence des appels à respecter le droit, etc. Oui, bien sûr, il faut respecter la loi, il faut se comporter en bon citoyen. Mais la première chose que nous avons à faire, c'est d'abord de respecter les gens en ayant un véritable service public des étrangers en France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, j'attends des partis politiques un vrai discours sur cette question. Mais si vous voulez des références, il y a le défenseur des droits qui a sorti un très bon rapport. La défenseur des droits. Vous avez raison de me reprendre au féminin. La défenseur des droits qui a sorti un très bon rapport il y a 5 mois. La Cour des comptes dit aussi un certain nombre de choses là-dessus. Construisez un argumentaire, bon sang. C'est en fait les partis politiques, je ne sais pas, je les laisse à leur travail de parti politique. Moi, je parle en tant qu'élu. En tout cas, vous êtes bien élu pour un parti, non ? Sans doute. Mais une fois qu'on est élu, on est surtout pour les citoyens. Et en l'occurrence, le vœu dont je parlais, qu'on va présenter au Conseil, c'est exactement ça. C'est évidemment de dire débloquer les files d'attente numériques, mais c'est aussi mettez des personnels humains en face des humains et pas des ordinateurs, etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas de polémique. On est assez d'accord. Oui. Alors justement, on parlait, vous disiez, Étienne, que la régularisation des sans-papiers est difficile. Et en janvier dernier, il ne faut pas oublier, il y a la circulaire Retailleau qui a revu les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Donc je voulais vous faire réagir justement sur cette circulaire. Oui. On peut peut-être, pour nos spectateurs, indiquer de quoi ça parle, puisqu'elle abroge la circulaire Valls qui était en vigueur depuis 2012. C'est vrai, donc en gros, faut pas compliquer les choses. C'est la circulaire Valls en un peu plus restreint. Au lieu de 5 ans de présence, c'est 7 ans de présence, voilà, donc c'est juste... voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la circulaire Valls, c'était, comme son nom l'indique, c'est une circulaire. Oui. Bon, donc c'est un cadre qu'on donne au préfet. Oui, ça n'a pas valeur de loi. Ça n'a pas valeur de loi. Donc moi, j'ai vu, de mes yeux vus, un préfet du Val-de-Marne régulariser des gens qui n'entraient pas dans la circulaire Valls. D'accord. Il a quand même une certaine liberté de... Oui. Le message de Retailleau, au-delà de passer de 5 ans à 7 ans, en vrai, le message, c'est soyez dur. C'est ça le message global. Parce que de 5 ans à 7 ans, l'avenir, ils attendront 2 ans de plus dans la misère, ou dans la misère, en tout cas dans la difficulté, la peur de la police, etc. Bon, mais le message général, au-delà des chiffres techniques, c'est soyez dur dans la régularisation. Voilà. Donc, en gros, on régularisait jusqu'ici 30 000 personnes par an, ce qui est très faible au regard du nombre de sans-papiers en France. Hein. Oui. L'objectif de Retailleau, c'est d'en faire moins. Point. Voilà, donc ça circulaire, ça fait partie d'un discours global. Donc je vais dire que la circulaire elle-même n'est pas très intéressante. C'est le discours qu'a Retailleau. Et moi j'attends une forme de courage, j'en doute, mais j'attends d'un certain nombre de préfets d'avoir le courage de ne pas, de respecter la loi évidemment, mais de voir les choses un peu avec souplesse. Donc j'espère que même sous Retailleau et Darmanin précédemment, il y aura des préfets qui auront le courage de l'humanisme, de l'humanité et d'appliquer avec le plus de souplesse la question notamment des régularisations, mais aussi d'autres sujets sur les étrangers, évidemment. Oui, Pierre-Henri, vous pensez également que des préfets vont passer outre et vont peut-être régulariser un peu plus largement ? Non. On enflamme régulièrement, enfin, le politique, le discours politique enflamme régulièrement le pays autour de la notion de régularisation. Régularisation, c'est devenu, dans notre pays, un mot tabou. Or, il est normal qu'il y ait des critères pour accéder à un titre de séjour. Alors, la circulaire Valls n'était pas parfaite, loin de là. Elle permettait, vous l'avez dit, 30 000
régularisations par an. Je rappelle que chez nos voisins espagnols, qui connaissent une croissance assez remarquable, il y a un programme de régularisation qui porte sur 300 à 400 000 personnes. Je rappelle que chez nos voisins italiens, malgré ce que raconte Madame Meloni, il y a eu un programme massif sur 3 ans, enfin massif de 450 000 personnes quand même, sur 3 ans, de personnes qui étaient en situation irrégulière. Donc, en réalité, cette politique mène tout le monde dans une impasse. Et je vais vous donner un exemple très précis. Vous travaillez, vous avez la charge d'un CCAS. Bien, vous avez des personnes qui sont en précarité sur le territoire national, et notamment des familles avec des enfants qui n'ont pas de titre de séjour. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'à partir de ce moment-là, quand même, on ne les laisse pas sur le trottoir. Et donc, on les oriente vers un système d'hébergement d'urgence. Il y a 203 000 places en tout en France. Oui. C'est pas rien. Mais il en manque. C'est pas rien, mais il en manque. Non, mais attendez. Il y en a 120 000 qui sont occupés. Je ne donne pas, je ne fais pas des révélations, hein. Je rappelle des choses. Il y en a 120 000 qui sont occupés par des personnes, des familles avec enfants, qui ne repartiront jamais. Ces 120 000 places qui sont occupées aujourd'hui, eh bien, c'est la main gauche de l'État qui les a hébergés, et la main droite de l'État sécuritaire dit on les régularise pas. C'est aberrant, parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus les sortir de l'hébergement d'urgence. Et donc, vous avez des gens qui sont dans l'assistanat, qui ne peuvent pas bosser, et les autres qui ont besoin de ces places ne peuvent pas y rentrer. Exactement. Voilà une des conséquences des politiques restrictives à la Retailleau. Voilà, c'est aberrant, mais c'est aberrant du point de vue des finances publiques. C'est aberrant du point de vue de la rationalité, du bon sens. Vous avez des gens qui bossent, qui peuvent bosser, qui sont utiles à l'économie, parce que le matin, qui est-ce qui est dans le métro? Qui est-ce qui balaye dans les bureaux? Exactement, qui est-ce qui fait... On y parlera, oui, on en parlera dans quelques instants. Qui est-ce qui fait la nourriture dans les restos? Eh ben voilà, ces gens-là, on leur interdit aujourd'hui de travailler, alors qu'ils pourraient payer des impôts et vivre comme... Qu'ils en payent parfois d'ailleurs. Parce que certains ont des fiches de paye. Oui, sous des alias. Bien sûr. Mais globalement, effectivement, ça se passe normalement. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau même à propos de la nuit de la solidarité, sur toute la chaîne du logement qui est complètement grippée. Et ça commence par ça, c'est qu'on engorge l'hébergement d'urgence par des gens qui ne devraient pas y être. Sauf qu'on veut les maintenir, comme disait Pierre-Henri, pour des raisons... politique, on va dire, et que effectivement, et toute la chaîne du logement, parce que après il y a le logement social, et après l'accession à la propriété, etc. Et toute la chaîne du logement est complètement bloquée, et c'est absolument invraisemblable. Totalement. Alors on va parler maintenant vous parliez à l'instant du travail, et on va parler d'un autre sujet aussi, Étienne, qui vous tient à cœur. C'est la lutte avec les sans-papiers qui travaillent sur le territoire français, parfois depuis longtemps. On va regarder quelques images et puis vous nous les commenterez juste après. Alors Étienne, on a vu ces quelques photos, vous avez vu en photo bien évidemment, on a vu Luc Carvounas également qui était à vos côtés, on avait vu Jonathan Kenslen, le premier fédéral du PS du Val-de-Marne qui était là également sur une des photos. Donc alors expliquez-nous, c'était pour Chronopost, voilà, ces personnes qui étaient...
Oui, il y a eu deux Chronopost d'Alfortville, l'agence Chronopost d'Alfortville, qui est dans la zone d'activité. Il y a eu 2 luttes successives de travailleurs sans papier, soutenus par des syndicats et des collectifs. Et donc, en gros, ils sont mis en grève, pour dire les choses clairement. Ils sont mis en grève, ils sont sortis du Chronopost et ils ont occupé le devant du Chronopost en disant maintenant ça suffit. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui sont absolument, on va dire, exploités, pour ne pas dire esclavagisés. Des gens à qui on demande de travailler, de venir à 2h du matin, de repartir à 7h alors qu'ils viennent de l'autre bout de l'Île-de-France, etc., pour faire des travaux. C'est eux qui déchargent les frigos des camions à dos d'homme et d'un seul homme, etc. Bon, je vous la fais courte, mais c'est vraiment des conditions très difficiles, avec pas de contrat. Le contrat, c'est un SMS en disant sois là dans 2 heures, etc., etc. Donc, il y a eu un moment où ils en ont eu ras-le-bol, et donc ils se sont mis en grève pour obtenir notamment des papiers, parce qu'ils rentraient éventuellement dans la circulaire Valls à l'époque, ou pas, enfin en tout cas voilà. Donc il y a ce collectif qui s'est créé devant le Chronopost et qui a occupé lieu nuit et jour pendant des jours, des semaines, des mois. Pour la première lutte, ça a duré 8 mois de mémoire. À l'époque, le préfet en a régularisé un nombre certain, j'allais dire un certain nombre, mais un nombre certain. Grâce à votre intervention politique? Alors, il y a eu un appui politique très fort, à la fois de la municipalité, évidemment, des députés, des parlementaires en général, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseil départemental à l'époque. Donc, il y a eu un appui politique fort, mais aussi il y avait un préfet qui avait une forme d'humanité. Et on n'était pas encore dans la période actuelle avec Retailleau. C'était quand même, malgré tout, c'était difficile, mais pour les sans-papiers, mais c'était quand même pas comme aujourd'hui. Donc, il y a eu cette première lutte, et puis il y en a eu une deuxième, un an plus tard, qui elle a duré 3 ans. Même, je ne vous la décris pas, c'est la même chose. Hein. Donc ça veut dire quand même que ce que je suis en train de vous dire, c'est que pendant que des travailleurs sans papier faisaient grève... C'est d'autres personnes, oui, effectivement. Pendant qu'ils faisaient grève devant le Chronopost, filiale à 100% de La Poste lui-même, Poste, c'est plus étatique maintenant, mais quasiment... employer d'autres sans-papiers à l'intérieur. Pendant que nous, on faisait on demandait à la préfecture de faire des enquêtes sur monsieur, vous employez des sans-papiers là. Donc là, il y a des enquêtes évidemment de la préfecture qui n'ont pas abouti. Mais c'est pour dire le cynisme de la situation. Bref, il y a eu une deuxième grève pendant 3 ans quasiment, et qui vient d'être évacuée au mois d'octobre dernier, enfin ça commence à faire un petit moment, en octobre dernier par la préfecture, avec un résultat pour le coup très faible. Ils ont dû obtenir une 15aine de titres de séjour. Donc on voit entre ces 2 moments, de grèves pourtant distincts, il y a eu 1 an entre les 2, on a vu le basculement. Une première où il y a eu, je crois de mémoire, 80 titres de séjour qui ont été donnés. Dans l'autre, c'était une 15aine et encore arrachés de façon très difficile. Donc, mais c'est ce que décrivait Pierre-Henri, c'est que c'est des gens qui travaillaient tous sous alias. Donc ça veut dire que quand on veut se régulariser dans ces cas-là, il faut démontrer qu'on était bien l'alias, il faut un CERFA de l'employeur. Oui, alors expliquez ce que c'est que l'alias pour les gens. L'alias, c'est en gros, c'est quelqu'un vous prête son identité. Moyennant rémunération en général, évidemment. Et donc, vous allez chez l'employeur en disant, voilà, c'est moi, je veux travailler. Et l'employeur, qui n'est pas très regardant, parce qu'il y a quand même une photo, donc il est en général pas très regardant, il sait très bien ce qu'il fait, il dit, pas de problème, c'est vous. Et donc, on se retrouve avec des fiches de paye, mais au nom de l'autre, de l'alias, de celui qui ne travaille pas. Et donc, quand on est en mode régularisation, il faut évidemment démontrer à la préfecture, et c'est normal, que c'est bien cette personne-là qui a travaillé sous ce nom-là, etc. Et alors, en plus de ça, il faut ce qu'on appelle un CERFA. Alors, le CERFA, c'est un terme générique, mais eux, ils appellent ça le CERFA comme si c'était un seul truc. Un CERFA, c'est l'employeur qui dit oui, il a bien travaillé chez moi, et d'ailleurs, je continuerai à l'employer quand il sera régularisé. Sauf qu'évidemment, dans le cas de Chronopost a nié absolument malgré l'évidence, avoir employé le moindre sans-papier, donc a refusé de donner les CERFA, et donc la régularisation était impossible. Donc on voit un peu l'hypocrisie du système, c'est-à-dire qu'on demande des choses, des papiers, c'est vrai en général dans le droit des étrangers d'ailleurs, on demande toujours des papiers absolument invraisemblables aux gens qui ne peuvent pas forcément fournir, donc du coup on dit non, on sait très bien que c'est vrai mais on ne le fait pas, bref. Et donc là ils étaient dans cette espèce de difficultés dans une espèce de jungle. Mais le fond de l'affaire, c'est que depuis quelque temps, le durcissement dans les préfectures, en tout cas celle du Val-de-Marne, mais je sais bien toutes les autres,
est devenu assez terrible. Oui, effectivement. Mais ça m'émeut néanmoins de revoir en photo tous les camarades avec qui on a lutté. C'est une belle lutte collective, voilà. effectivement. C'était très difficile, mais ça a créé des liens d'humains. Et d'ailleurs, d'une façon générale, si les gens connaissaient, puisqu'on parle des sans-papiers, s'ils connaissaient individuellement les sans-papiers, ils auraient un autre regard sur les choses. Et je vais vous dire, je parlais d'un vœu que je vais faire passer prochainement sur le droit des étrangers dans le Val-de-Marne. Je me souviens d'avoir fait passer un vœu dans un conseil municipal au moment de cette lutte. Un vœu auprès de la préfecture disant régularisez-les. Et je peux vous dire que, je vous parlais de parti politique, Pierre-Henri, tout le conseil municipal, y compris les Républicains, La République En Marche, France Insoumise et la majorité, tout le monde a voté. Même les Républicains. Ça veut dire que quand c'est les sans-papiers du bout de ma rue, c'est pas la même chose que oh là là, il y a beaucoup de sans-papiers en France. Oui, ça change beaucoup les choses de connaître en vrai les individus. Ça, c'est important, effectivement. Alors, on parle d'emploi, on parle alors de personnes sans papier, on parle aussi, donc on a vu, certaines entreprises ont tout à fait intérêt à avoir des travailleurs sans papier. Et puis, il y a les travailleurs immigrés qui sont sur le territoire. On a aussi intérêt à les avoir avec nous, parce que quand on regarde, donc justement, ça répond à notre question initiale, est-ce que c'est une chance? Quand on regarde la population immigrée dans les employés de maison, c'est 38%. 28% des agents de gardiennage et de sécurité, 27% des employés non qualifiés du bâtiment, 22% des cuisiniers, voilà, et 19% des employés de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, vous voyez, qu'en pensez-vous justement, Pierre-Henri, par rapport à cette main-d'œuvre immigrée? Elle est essentielle au fonctionnement économique de la France. Oui, alors... Deux choses. D'abord, quand on parle des sans-papiers, moi je précise toujours... Là on ne parlait pas de sans-papiers, on parle de personnes immigrées. Oui, non mais attendez, juste un petit terme, une petite précision de terminologie. Les gens ne sont jamais sans-papiers. Ils sont à droit... Vraiment beaucoup. Au contraire, voilà. Ils sont à droit incomplet par rapport à notre législation. Bon, ça, c'est une première chose. Ce que vous venez de rappeler est une évidence, et encore une fois, il suffit de se lever le matin pour voir qui est dans les transports en commun et qui accomplit un certain nombre de tâches. Alors, il faut aussi dire que les tâches qui sont occupées aujourd'hui par les populations dernièrement arrivées sont des tâches extraordinairement précaires, qui à horaires décalés et à salaire très faible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles peut-être on ne trouve pas dans la population installée depuis longtemps énormément de candidats pour aller se lever le matin ou travailler tard le soir. Alors il est évident que l'économie a besoin ce besoin en tout cas telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, demande un certain nombre de gens précaires. Et je rappelle d'ailleurs, parce que nous sommes dans une ambiance très particulière en ce moment, dans un espèce de basculement du monde. Si ces personnes sont là, c'est une suite de décisions économiques qui souvent va les avoir amenés sur le territoire. Vous savez, le pêcheur au Sénégal qui n'arrive plus à pêcher dans les eaux territoriales parce qu'il y a des grands chalutiers et qui n'a plus de quoi faire vivre sa famille, qui va se transformer lui-même en passeur, voire en migrant, vous avez toute une chaîne à laquelle il faut évidemment réfléchir. C'est pas simplement ici. Oui, il y a un certain nombre de besoins qui sont couverts par des personnes qui viennent de l'immigration. Après, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un défi? Je crois surtout que oui, c'est un défi. C'est un défi pour nous tous.
Parce que c'est pas simple d'arriver d'un pays avec des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes, des codes, des usages. Donc, ça demande des moyens. Et tous les moyens que nous ne mettons pas en matière d'accueil aujourd'hui, en réalité, on les paie de manière différée. Le coût social de l'investissement que nous ne faisons pas se paye très durement. Voilà. Et on le voit tous les jours. Et il y a des décisions qui sont aberrantes, qui sont médiatisées. Je pense à ce cas de cet étudiant tunisien en 5e année de médecine qui vient de recevoir une OQTF, une ordonnance à quitter le territoire. Comme si la France, dans un certain nombre d'endroits, n'était pas un désert médical. Et comme si on n'avait pas besoin de médecins. Alors, il y a eu pression, évidemment, c'est un médecin, et il y a un décret qui est sorti il y a quelques jours qui permet la régularisation. Finalement, il va être régularisé. Et le décret Retailleau du 21 mai, puisque le 21 mai, dresse toute une liste de pays, de métiers en tension. Voilà, je voulais qu'on en parle justement. Je voulais votre avis sur lesquels on va pouvoir s'appuyer peut-être pour obtenir quelques résolutions de problèmes. Oui. Oui, justement, je voulais votre avis à tous les deux sur cette loi immigration pour les métiers en tension. Déjà, ils ont mis un temps infini avant de sortir ce décret. Elle existe depuis 2024, depuis janvier 2024, mais là, la liste a été revue, a été remise à jour. 1 an et demi pour la sortir. Donc déjà, bon, voilà. Après, moi, sur le principe philosophique, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne choisit pas des nationalités, on ne choisit pas des métiers, c'est plus compliqué que ça. Bon, mais c'est personnel, je peux comprendre qu'on puisse le vouloir. On peut peut-être expliquer, peut-être aux gens qui nous regardent. Oui, c'est des listes à la fois de pays et de métiers en tension, comme on dit. Alors, définis de façon un peu compliquée, d'ailleurs. Économiquement, c'est difficile de définir un métier en tension. C'est pas moi qui le dis, c'est les économistes. Enfin bon, voilà. Et donc, on essaie de faire matcher... Vous avez un exemple peut-être concret, par exemple, sur un métier l'un et l'autre pour qu'on puisse soit régulariser, soit embaucher des gens. C'est plutôt, d'ailleurs, faire venir que régulariser, mais peu importe. Et donc, c'est les métiers dont on parlait. C'est la restauration, tous ces métiers qui emploient beaucoup de travailleurs sans papier ou qui sont en déficit de techniciens de surface, voilà. Des métiers en tension, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de gens à embaucher. Soit dit en passant, si on payait correctement ces métiers, on trouverait de quoi embaucher, mais bon, ça va souvent de pair avec le fait qu'ils sont très très mal payés. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et surtout, typiquement, je vous parlais du chronopost. Donc là, on n'est pas dans la restauration. En fait, les chronopostes qui sont dans la logistique, ils ne sont pas du tout dans les métiers en tension. Or, quand on parle on n'a pas de dire chronopost, les pauvres, on va être obligé de, comme à la télé, on va citer 3 marques, mais les autres font pareil. Les autres boîtes de logistique emploient aussi des sans-papiers. Et ils emploient des sans-papiers parce qu'ils les payent mal et que c'est les seuls qui acceptent de faire ces boulots de chiens payés très difficilement. Donc, encore une fois, si on les payait correctement, ça serait différent. Mais surtout, la logistique n'est pas dans ces métiers en tension. Or, c'en est un, évidemment. Donc, la liste est discutable, les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, de toute obédience, critiquent à la fois et le principe, mais surtout les listes en question. Les employeurs ne sont pas complètement convaincus. Les pays où ça se fait, je ne crois pas que ce soit une grande réussite, en tout cas de ce que j'ai entendu. Donc je ne suis pas très convaincu de l'efficacité de la chose. Je ne parle pas du principe, mais l'efficacité elle-même, je ne suis pas très convaincu. D'accord. Donc, Pierre-Henri, vous vouliez ajouter un petit mot sur ce point, petit mot. Très rapidement, puisqu'effectivement, il faut qu'on avance. Très rapidement, c'est une définition de politique migratoire. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Or, aujourd'hui, si on regarde les flux, il y a 25 000 personnes qui sont rentrées sur le territoire l'année dernière pour le travail. 25 000. Et donc, le décret sur les métiers en tension, à qui s'adresse-t-il ? Est-ce qu'il s'adresse aux gens qui sont déjà ici ? Ou est-ce qu'on va chercher d'autres personnes ? On va attirer d'autres personnes. Alors, théoriquement, c'est la deuxième chose. Oui, théoriquement. Oui, mais c'est aberrant. Parce que moi, je suis alors
pour aplanir les choses et donc dire on a une difficulté. Donc il y a des gens qui sont là, qui repartiront pas. Eh ben on va d'abord régler leurs problèmes. Puis ensuite, on verra à faire rentrer d'autres personnes avec d'autres qualifications. Rappelez-vous, en 2000, nous avions besoin d'informaticiens. Oui. Bon, on a fait rentrer à peu près 15 000 informaticiens en provenance notamment d'Inde, etc. Bon, il est possible que l'économie, à un moment donné, ait des besoins. Moi, je refuse pas ça par principe. Mais ce que je refuse, c'est cette espèce de confusion dans laquelle nous restons en permanence. Nous avons une difficulté avec près de 400 à 500 000 personnes qui sont en situation irrégulière. Oui, je suis modeste. Mais ça, c'est les chiffres de l'aide médicale d'État, à peu près. Bon, donc, je vais m'en tenir à ça. Eh bien, essayons quand même de régler la situation de ces personnes qui vivent tout de même un véritable enfer sur le territoire. Alors, on me dira qu'ils ont passé outre les lois de notre pays, en se maintenant ici alors qu'ils n'en avaient pas le droit, sauf que la vie, parfois, vous amène à faire des choix et que nous devons, parce que nous sommes la France aussi, les entendre. Oui. Alors, on va terminer donc sur cette partie emploi. On va passer maintenant aux questions, un petit peu les questions qui fâchent, les stéréotypes, les craintes. On va essayer de répondre à ces questions. Et juste avant cela, je voulais très brièvement, Étienne, que vous nous parliez du dispositif Santé Précarité d'Alfortville, oui. Parce que ça, c'est un dispositif intéressant. Oui, justement, c'est le prolongement constatant que les gens, alors notamment les sans-papiers, mal nommés effectivement, que les sans-papiers n'ont aucun droit, parce que soi-disant les gens viennent en France pour l'Eldorado que ce serait. Bon, ils n'ont pas le droit à RSA, ils n'ont pas le droit à la Sécu, ils n'ont le droit à rien, mais apparemment c'est un Eldorado quand même. Ils ont quand même le droit à l'AME, l'aide médicale d'État, même si une immense majorité, enfin une immense proportion n'y a pas recours alors qu'ils y auraient droit. Parenthèse. Constatant cela, on a vu dans notre centre municipal de santé et notre CCAS des gens qui en avaient, alors pour des raisons difficiles, il n'y a pas que des sans-papiers, des fois il y a des zombies du système aussi, qui n'ont ni AME, ni Sécu, ni etc. Et donc des gens qui venaient péniblement, entre guillemets, en consultation, mais qui après, quand on leur disait faut aller faire un scanner ou faut aller faire chercher des médicaments, financièrement, ils ne pouvaient pas le faire. Donc ils ne se soignaient pas. Donc faisant ça, on a fabriqué une espèce de dispositif entre le CCAS et le centre municipal de santé. Ils viennent pour la consultation. Alors d'abord, on fait accéder aux droits, c'est-à-dire on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils aient l'AME la prochaine fois, et s'ils ont besoin d'imagerie, on paye l'imagerie nous-mêmes par le CCAS, on paye les médicaments, on paye les analyses biologiques, etc. Donc, et encore une fois, c'est pas pour leur payer ad vitam aeternam, c'est en attendant qu'on leur ait fait accéder aux droits et qu'on ait fait un traitement social de leur situation. Donc on est assez fiers de ça, oui, au moment où dans le débat public, c'est plutôt comment enlever des droits à tout le monde, et notamment aux étrangers, et notamment à ceux qui n'ont déjà pas beaucoup de droits. Nous, on est assez fiers, effectivement, à Alfortville, avec Luc Carvonas, son maire, de faire l'inverse et de donner une espèce des droits à des sans-droits. Voilà. Un peu d'humanité. Un peu beaucoup, oui. Même beaucoup, même si c'est pas grand-chose, mais ça peut être important dans leur vie. À votre niveau, effectivement. Alors maintenant, on va parler, justement, on dit l'immigration, c'est une menace dans l'esprit des gens. Certains gens. De certaines personnes, effectivement. Alors, on va reprendre les propos de Jordan Bardella, 2024, qui disait « Il faut que notre pays cesse d'être un guichet social pour l'immigration du monde entier ». Alors là, évidemment, il reprend une image qui est très courante, où les immigrés passent pour les profiteurs de notre modèle social français. Il faut savoir quand même que d'après plusieurs études, l'impact des immigrés sur les finances publiques serait au pire nul, au mieux positif. Pourquoi ? Parce que justement, beaucoup arrivent dans la force de l'âge, ils sont en âge donc de travailler. De par ce travail, ils vont cotiser, ils vont payer des impôts, ils vont consommer, donc ça fait rentrer des taxes, et donc ils pourraient rapporter plus d'argent qu'ils n'en consomment par le biais justement des dépenses de santé ou de l'éducation. Alors, est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? Moi, je voudrais votre avis à tous les deux sur ce point. Factuellement, toutes les études le montrent, et même la Cour des comptes, qui n'est pas un repère de gauchistes notoire, dit exactement cela. C'est-à-dire que l'impact de l'immigration sur l'économie est au pire nul,
et au mieux positif à long terme. En tout cas, positif à long terme, c'est certain, par tous les mécanismes que vous avez dit, mes mécanismes de cotisation sociale, etc. Et moi, je vais plus loin. Vous savez que si on enlevait un certain nombre d'immigrés dans ce pays, d'étrangers dans ce pays, si on les refoulait, si on les faisait partir, la retraite, ça ne serait pas à 64 ans, hein, ça serait à 70 ans. Parce qu'avec toutes les cotisations, on parlait de 60 milliards, que les étrangers apportent, impôts et cotisations sociales, la question des retraites, ça serait réglé, hein, ça serait 70 ans, et je suis gentil. Donc j'invite tout le monde à bien réfléchir avant de vouloir refouler les étrangers. Je ne demande pas à Jordan Bardella, parce que je pense que réfléchir, il en est capable, mais il ne le souhaite pas dans le débat public. Mais en tout cas, par rapport aux citoyens, réfléchissez bien à ça. Pourtant, c'est une image communément admise. Voilà. Comment on peut la démonter, cette image, Pierre-Henri ? C'est pas la seule. Vous avez un espèce de triptyque insécurité. Et on va parler d'insécurité juste après, effectivement. Insécurité, islam, immigration, qui fait partie des éléments de langage de l'extrême droite et de la droite extrême. Alors, est-ce que ce sont des gens qui profitent du système? Et d'ailleurs, c'est à partir de là que Jordan Bardella et le Rassemblement national développent leur thèse sur la préférence nationale, c'est-à-dire des droits inégaux alors que vous êtes citoyen régulier sur le territoire, parce que c'est pour cela qu'il prône la préférence nationale. Bon, en même temps, il faut bien avouer que nous avons un certain nombre de difficultés, notamment en matière de logement. C'est une évidence. Les centres-villes des grandes villes sont devenus absolument inaccessibles aux classes populaires. Or, les classes populaires, c'est qui ? C'est notamment les derniers arrivés. Et ces classes populaires qui sont classées comme classes dangereuses. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que toutes les politiques urbaines ont fait ? Ils ont poussé les gens à l'extérieur. Et ils ont poussé à l'extérieur vers un certain nombre de ghettos. Et donc, c'est vrai que vous avez un certain nombre de difficultés. Il y a des réussites formidables dans les quartiers, dans les villes, etc. Mais il y a aussi des problèmes dans un certain nombre de quartiers. Voilà. Ils sont devenus des véritables ghettos et où le service public n'a pas accès. Et donc, voilà la quadrature du problème. Évidemment, le Rassemblement national cherche un bouc émissaire. Alors, quoi de plus commode de désigner l'autre, celui qui vient de loin, comme étant le responsable de tous nos maux. On retire les immigrés, il n'y a plus de problème. Pas si, tous les problèmes sont patents, ils sont là et ils sont difficiles à gérer. Mais vous avez remarqué aussi que ce discours, il devient majoritaire. Et que culturellement, le Rassemblement national et ce courant trumpiste qui s'installe en Europe a gagné. Pour l'instant, il a gagné. Et nous n'avons pas trouvé, nous, je vais dire humanistes, globalement, la réponse à ça. Parce que ça marche. Et donc, pour démonter ces phénomènes où, en réalité, les gens, à partir de 9h du matin ou quand ils se promènent, quand ils vont au troquet du coin, ils sont branchés sur CNews. Ils sont branchés sur Bolloré, sur les chaînes Bolloré en permanence, où on leur sert cette soupe. Bah oui, au bout d'un moment, ça infuse. Donc il y a une surmédiatisation de ce type d'information. Mais surtout les événements. Vous avez vu le week-end dernier, à travers la finale de la Coupe, de la Ligue des Champions, par exemple, la surmédiatisation d'un certain nombre d'incidents. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'incidents. Je dis qu'ils ont été surmédiatisés. Et que si vous prenez, par exemple,
la Coupe du Monde de 1998, il y a eu un mort, il y a eu des dizaines de blessés, etc. Et qu'à partir du moment où il y a des rassemblements populaires, la foule ne réfléchit pas toujours, elle est parfois particulièrement stupide, et qu'il y a ce type d'événement. Mais vous voyez, ça, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est la force des réseaux sociaux. Et c'est très difficile, et nous n'avons pas trouvé la réponse pour combattre cette avancée, mais qui a l'air inexorable. Regardez ce qui se passe encore en Pologne. Qui est-ce qui a gagné? Un nationaliste. Regardez l'avancée de l'AfD en Allemagne. Regardez le total des droites en France, de l'extrême droite en France. On est à plus de 40%. Franchement, il serait temps qu'un certain nombre de gens qui se réclament du modèle européen, de l'humanisme européen, se mettent autour d'une table pour véritablement réfléchir comment on contre ça, au-delà des petites querelles de partis qui nous cassent un peu les pieds. Oui. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable avant de redonner la parole à Étienne, parce qu'effectivement, quand même, vous parliez des phénomènes de violence. On parle des phénomènes de violence dans les quartiers. On parle des classes populaires. Il y a des classes populaires, justement, qui sont parties vers le vote extrême droite parce qu'ils sont confrontés à ces phénomènes de violence et qui viennent parfois, il faut quand même le dire, d'enfants, d'immigrés de deuxième ou troisième génération. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Étienne, justement, pour redonner confiance à ces gens et les ramener, justement, à peut-être un peu plus de sécurité dans leur quartier, avant toute chose? C'est peut-être ça qui va favoriser une vision des immigrés un peu plus positive. Sans doute. La question est compliquée. Moi, juste avant, je reviens sur ce qu'a dit Pierre-Henri, que je partage. Je ne voudrais pas nier non plus la responsabilité médiatique. Je ne veux pas non plus faire de l'anti-média, c'est bêtement. Et au contraire, les médias sont très importants. Mais en fait, tous les matins, on allume la radio, on regarde la télé, je ne sais pas ce qu'on fait, et tout le monde commente la dernière dinguerie de la nuit de Donald Trump. Mais tous les matins. Tous les matins. Si on ne parle pas de Trump et qu'on parle de nous, dès que Darmanin balance une dinguerie, le sursis et d'autres choses, etc., paf, ça devient le sujet médiatique. Retailleau, pareil. Bardella, pareil. Enfin, il y a quand même une responsabilité aussi de choix éditoriaux. Et je dis ça parce qu'il y avait une étude, je ne sais plus qui l'avait faite, quel chercheur l'avait faite, quel organisme l'avait faite, en 2000, la dernière élection présidentielle, où le sujet le plus débattu, aux surprises, mais de très 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 loin, c'était l'immigration. Derrière, il y avait la sécurité. Et quand on faisait des enquêtes d'opinion en français, qu'est-ce que vous attendez de cette élection présidentielle? Ils ne parlaient pas de ça du tout. Ils mettaient ça en 6e ou 7e position, enfin peu importe. Ils voulaient qu'on leur parle des retraites à l'époque, de la santé, du système social, etc. Donc il y a quand même les réseaux sociaux y participent beaucoup, une espèce de loupe, une focalisation. Un buzz, mais une focalisation absolue sur les sujets les plus dingos. C'est-à-dire que les plus extrêmes en tout cas, qui fait que ça devient le sujet qui est au milieu de la table et qu'effectivement nous, les humanistes au sens large du terme, on rame pour... Alors, dès qu'il y a un politique de gauche par exemple, en tout cas humaniste, qui arrive sur un plateau, on lui demande de commenter la dinguerie d'extrême droite, et donc il y a quand même cette responsabilité qui me paraît énorme de la part des médias. Et c'est pour ça que c'est pas que CNews c'est en boucle. Donc là au moins c'est clair, on sait où on va, mais même les journalistes normaux, j'allais dire, de France Télé, de BFM, etc., qui sont pas du tout dans une ligne CNews, ils sont quand même dans ce commentaire de cette chose-là, et ça met la chose au centre du jeu. Et comme je disais en début d'émission, plus on met cette chose-là au centre du jeu, plus ça devient une opinion majoritaire. Donc c'est quand même un vrai sujet. Après, sur les questions sécuritaires, Pierre-Henri l'a dit, il y a quand même un cycle dans cette dinguerie que j'exprime, il y a quand même un cycle immigré, sans papier, campement, islamisme, sécurité, violeur, qui est complètement fou, qui ne résiste à rien. Je me souviens, Henri donnait un exemple, j'en donnais un autre, je me souviens de cette personne sous OQTF qui a violé une pauvre jeune fille dans le bois de Boulogne de mémoire, qui est assassinée. Donc c'est un truc absolument horrible. On ne va pas défendre la personne qui a fait ça. Mais on a fait en boucle, mais pendant des semaines et des semaines. Moi, quand je suis une femme, je regarde les chiffres et je me souviens que 90% des viols sont perpétrés par le conjoint, enfin par quelqu'un qu'on connaît.
que la femme connaît. Et dans la moitié des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc on peut faire un focus sur ce crime qui est horrible, c'est bien compris mon propos, mais il y a bien une volonté politique de parler de ça. Donc de quelque chose qui reste minoritaire. Mais pour ce qui est dans la sécurité dans les banlieues, parce que c'est un point important et qui nourrit justement ce sentiment. Dans les banlieues, c'est difficile de rationaliser quelque chose de contredire l'irrationnel par du rationnel. C'est toujours compliqué. Il se trouve que les derniers arrivés, comme le disait Pierre-Henri, sont les plus pauvres. C'est vrai dans tous les pays du monde, quand on est les derniers arrivés, les avant-derniers ferment la porte. Mais les derniers arrivés sont toujours les plus pauvres. Les plus pauvres vont dans les quartiers les plus populaires et c'est les endroits où il y a de la délinquance. C'est vrai en Afrique du Sud, c'est vrai en France, c'est vrai en Argentine, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde, au Cameroun, etc. C'est vrai dans le monde entier. Donc de fait, effectivement, on se retrouve, mais c'est factuellement vrai, avec une surreprésentation de la population immigrée dans les prisons, par exemple. C'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, la conclusion de Bardella, c'est donc les étrangers sont nocifs. C'est pas ça. C'est les étrangers sont pauvres. Et donc, il y a plus de délinquance. Et donc, ce qu'il faut compter. Donc, la question, c'est une question sociale. C'est pas une question de couleur de peau ou de religion. Donc, mais une fois, quand j'ai dit ça, je me rends compte que cette rationalité a beaucoup de mal à contredire l'irrationalité de la facilité de les étrangers dehors. Évidemment, c'est plus facile de dire ça en 2 mots que je viens d'exprimer un peu longuement et je m'en excuse. Effectivement. Alors, on approche du terme de l'émission, donc je voulais juste un petit mot de chacun de vous sur les OQTF, vous l'évoquiez à l'instant, dont on entend souvent parler. On sait qu'elles sont extrêmement nombreuses en France. On avait d'ailleurs un petit tableau, je crois qu'Éric peut nous le mettre. On a de très loin le chiffre le plus élevé d'Europe et un taux d'exécution qui est ridiculement bas. Ben voilà, justement, nous, on est à l'extrême gauche, la France, et le taux d'exécution, c'est le point vert. Alors, vous voyez, le point vert, là, il est en dessous des 5%. Voilà, donc c'est ridiculement faible par rapport au nombre d'OQTF. Alors, il y a trop d'OQTF, on ne les applique pas assez. Quel est juste votre sentiment sur ce point ? Écoutez, nous sommes les champions d'Europe, effectivement, de la délivrance des OQTF. Nos voisins allemands qui sont... Les OQTF, je précise pour les gens qui nous regardent, c'est les obligations de quitter le territoire français. Les Allemands, nos voisins, qui ne sont pas particulièrement laxistes, ont 2,5 fois moins de délivrance d'OQTF par an. On le voit, oui, et donc, il faut peut-être se poser quelques questions. Parce que, je rappelle, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Cour des comptes qui dit que, en réalité, la machine administrative produit déjà, dès le départ, 20 à 25% d'OQTF qui sont illégales. Bon. Moi, j'ai vu des choses, et je continue à voir un certain nombre de choses, où, dans les préfectures, on fait du copier-coller. Et donc, vous avez des pays de renvoi, par exemple, pour des personnes qui vont être de nationalité marocaine, on va les renvoyer en Algérie. Donc, évidemment, inutile de dire que ça tombe tout de suite. Donc, il y a une espèce de course qui correspond en fait à une espèce à cette politique du m'as-tu vu. C'est à celui qui a les plus gros muscles. Moi, je vais réussir à faire un certain nombre d'OQTF. Oui, mais derrière, il y a aussi une logique diplomatique, parce que c'est pas le tout. Faire des OQTF, il faut aussi pouvoir les appliquer. Et ça se fait en collaboration, en diplomatie avec un certain nombre de pays. On a vu ce que ça a donné avec l'Algérie. Il y a une vraie difficulté. Je voudrais dire quand même une chose. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur le fait que des étrangers qui se rendent coupables de crimes, délits particulièrement graves, doivent quitter le territoire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais pour autant... c'est l'immense minorité. Mais, en gros, ça va viser 3000 personnes. 130 à 140 000 OQTF. 2,5 fois. Là encore, il y a un emballement de la machine administrative qui n'a aucun sens, qui coûte affreusement cher. De surcroît, qui coûte affreusement cher. Donc, voilà, c'est pas dire, il n'y a pas de... Il faut pas de règles. Moi, je pense qu'il faut des règles. Évidemment, un État a le droit de dire qui entre, qui sort, etc.
Enfin, il n'y a rien de plus simple d'aller faire du chiffre, d'aller dans certains quartiers, de faire des coups de filet. Au faciès par définition. Évidemment. Il faut le dire. Évidemment. Ça veut dire contrôle au faciès, pour ça. Vous ramenez les filets, hop, vous avez un certain nombre d'OQTF. Et vous savez quoi ? Ces OQTF, en règle générale, dans quelle nationalité sont-elles le plus présentes ? Eh bien, dans les communautés qui sont les plus importantes en France, c'est-à-dire Tunisie, Maroc, Algérie. Il n'y a pas... C'est assez simple, cette politique. Oui. Mais c'est une vraie gabegie. Mais est-ce que vous savez quelle est la plus grosse hypocrisie du système de QTF ? Tout ce qu'a dit Pierre-Henri est absolument vrai, c'est complètement délirant. Mais techniquement, et je ne parle même pas de la difficulté de renvoyer en Algérie pour des raisons diplomatiques, etc. Je ne parle même pas de ça. Je parle techniquement. En gros, on renvoie 20 000 personnes par an là, en ce moment. Sous Sarkozy, qui avait montré les muscles de façon très forte là-dessus, il arrivait à 30 000, péniblement un peu au-dessus de 30 000. Donc, mais vraiment, en faisant, alors pour du contrôle au faciès, à tirer l'arigot, en donnant des instructions dans les commissariats, il l'assumait d'ailleurs, en donnant des instructions dans les commissariats, renvoyez-moi de l'OQTF, renvoyez-moi de l'OQTF. Donc, en déployant des trésors de travail policier, on arrive à 30 000 par an. Et on délivre 140 000 OQTF par an. Je ne sais pas si on se rend compte du délire dans lequel on est. Je ne parle même pas, est-ce qu'il faut en faire sur le plan moral, etc. Sur le plan technique, c'est invraisemblable. Et comme le dit Pierre-Henri, le but du jeu, c'est de dire, regardez, on fait des OQTF. Et je finis juste sur un exemple avec mes travailleurs sans papier Chronopost. Je disais que dans la première lutte, la première fois, ils avaient eu un certain nombre de cartes. Ceux qui n'ont pas eu leur carte, parce que pour le coup, ils avaient moins travaillé, pas beaucoup travaillé, ils n'étaient quand même pas régularisables au sens de la loi. Bon, ils sont repartis chez eux, donc j'imagine qu'ils ont continué à travailler, j'espère que depuis ils ont pu avoir des papiers. La deuxième lutte, c'était une autre préfète qui a délivré péniblement 15 cartes et qui a dit terminé, il n'y en aura pas une de plus. Ils ont continué la lutte. Ils ont fini par se faire expulser, comme je vous le disais, en octobre dernier. Un nouveau préfet arrive et remplace cette préfète. Et là, il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il donne des OQTF à ces gars qui travaillent, qui ont demandé une régularisation. Non seulement il leur dit non, mais en plus il leur met des OQTF. Donc c'est vraiment ce que disait Pierre-Henri, un affichage politique ridicule et dérisoire et qui ne règle aucun problème et qui en plus encombre les préfectures. Parce que pour délivrer des OQTF à Tire-Larigot, il faut y travailler quand même. Il y a quand même tout un travail administratif, etc., qui en plus peut être mal fait. Donc on est vraiment, sur les OQTF, c'est l'exemple même de la politique migratoire ridicule. D'accord. Voilà. Alors on arrive au terme de cette émission, donc je tenais à vous remercier l'un et l'autre. Je vais juste vous demander pour une phrase de conclusion pour répondre à ma question initiale. C'était quoi ? Parce que ma question initiale, l'immigration en France en 2025, chance ou menace pour notre société ? Voilà, je vous laisse chacun répondre très très brièvement. Très courtement. Oui. Écoutez, menace certainement pas. Je crois qu'on l'a démontré pendant toute l'émission et le terme de menace ne résiste pas à l'étude des faits. Moi, ce que je sais, je rêve d'un pays. C'est un rêve, hein. Oui. Sans doute. Non, c'est mon combat en tout cas. Je rêve d'un pays qui puisse être apaisé sur ce sujet, apaisé en général, oui. Mais apaisé sur ce sujet, à l'instar de ce qui se passe chez moi à Alfortville, hein, oui. Où on a 50 nationalités et tout se passe bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses ici et là, mais globalement tout se passe bien. Parce que on a des sujets difficiles quand même dans ce pays. Mais les immigrés n'y sont pour rien. Les immigrés sont pour rien si les salaires sont trop bas. Les immigrés n'y sont pour rien si les hôpitaux sont exsangues. Ils sont pour rien si on a un taux de pauvreté de 14,5%. Au contraire, ils sont pour rien. Ils en sont les victimes. C'est pas eux qui font que la dette grandit, etc., etc. Je me dis de faire court. Je vais pas être trop long. Mais donc, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc, moi, je reprendrai une dernière phrase. Je me dis une phrase. Donc, je vais vraiment faire une phrase. Je vais reprendre ce slogan qui nous vient d'Italie et qui dit étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les fascistes. Effectivement, belle phrase de conclusion, cher Étienne. Pierre-Henri, je vais vous demander aussi de petite conclusion sur cette réponse. Écoutez, moi, je vais m'adresser aux auditeurs, aux téléspectateurs. L'immigration, une menace, mais regardez-vous dans votre famille. Je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays que la France. Et vous avez réussi, vous êtes parmi nous, voilà, vous êtes citoyen de ce pays. Donc, comment pouvez-vous voir
ceux qui arrivent maintenant comme une menace. C'est éventuellement un défi, mais c'est en aucun cas une menace. Très bien, même merci à vous. Nous sommes tous citoyens du monde. Ce sera peut-être ce mot de conclusion. Oui, et même si citoyens du monde, et aussi quand même appartenant un peu à la nation française. Effectivement. Qui d'ailleurs est en train de perdre contre l'Espagne. 2-0. En ce moment même. Alors effectivement, nous avons les informations sportives en même temps. Merci à vous, parce qu'effectivement, nos auditeurs ne pouvaient pas suivre les deux en même temps, donc ils étaient vraiment... Voilà. Merci, grâce à vous, nous avons toutes les informations ce soir. Donc je tiens vraiment à vous remercier, Pierre-Henri. Merci infiniment d'avoir bravé encore le défi de la circulation parisienne pour nous rejoindre en studio. Et la pluie. Et la pluie. Merci, cher Étienne Filleul, d'avoir été à mes côtés depuis le début. Et puis, j'espère vous dire à très vite l'un et l'autre. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Alors merci à vous également pour cette belle émission riche d'informations. Je vais remercier à la réalisation mon cher Eric Muresan que je mets à contribution très tard ce soir. Donc merci à toi Eric. Merci à Rabat Baloul, notre directeur d'antenne qui est avec nous également. Merci à Éric Durand à la communication de la chaîne. Et puis merci au public fidèle qui vient à chaque fois. Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Place des Enjeux.